Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet omniprésent, les aliments ultra transformés, les AUT comme on dit souvent. Ouais. On va essayer de voir un peu plus clair sur ce que la science dit de leur impact sur la santé publique. Oui, c'est un sujet essentiel. Alors, pour ça, on a regardé pas mal de choses, des études scientifiques bien sûr, notamment celles qui utilisent la fameuse classification NOVA, Oui, la référence en la matière. et aussi des rapports sur les politiques alimentaires. Notre but, c'est vraiment de décrypter ce que sont ces produits, pourquoi ils posent question et s'il y a des alternatives. C'est ça. Pour donner une idée de l'ampleur, en France, on parle de 30 à 35% des calories des adultes qui viendraient des AUT. Et c'est encore plus chez les enfants. Oui, jusqu'à 46%. Et dans les supermarchés, c'est énorme aussi. Près de 8 produits sur 10 seraient concernés. C'est considérable. Bon, alors, allons-y. Commençons par le début. C'est quoi exactement un aliment ultra transformé ? Alors, la classification NOVA est très utile pour ça. Elle a 4 groupes. D'accord. Les groupes 1, 2 et 3, bon, ça va des aliments bruts, genre une pomme, aux aliments peu ou moyennement transformés, comme des légumes en conserve, du fromage ou du pain frais artisanal. Simple, jusque-là. Voilà. Mais le groupe 4, les UET, c'est vraiment autre chose. Là, on parle de formulation industrielle. C'est-à-dire Ce sont souvent des produits faits à partir de substances extraites d'aliments, genre des isolats de protéines, des amidons modifiés, et surtout, ils contiennent plein d'ingrédients qu'on n'a pas dans nos placards. Ah oui. Comme quoi, par exemple ? La maltodextrine, des huiles hydrogénées, et puis beaucoup d'additifs cosmétiques. Cosmétique. Oui, pour améliorer le goût, la texture, la couleur, pour que ça ressemble à quelque chose d'appétissant, quoi. Et souvent à moindre coût. D'accord. Et du coup, les risques pour la santé ? Parce que c'est ça qui inquiète le plus, j'imagine. Oui, et les études sont de plus en plus nombreuses et convergentes. Des grandes cohortes comme Nutrinet Santé en France, Oui, on en entend beaucoup parler. elles montrent des liens assez forts et répétés entre manger beaucoup d'UAET et un risque plus élevé de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension La liste est longue. et même certains types de cancers et des cas de dépression. C'est assez préoccupant. Mais est-ce que c'est juste parce qu'ils sont trop gras, trop sucrés, trop salés ? Ou c'est plus compliqué ? C'est plus compliqué que ça, justement. Bien sûr, la composition nutritionnelle joue un rôle, mais il y a ce concept très important de l'effet matrice. L'effet matrice. Qu'est-ce que c'est ? En gros, l'ultra-transformation, avec ses procédés industriels parfois très poussés, cuisson à haute température, extrusion, fractionnement, ça détruit la structure physique originelle de l'aliment. La matrice, quoi. Un peu comme la différence entre manger une orange et boire un soda à l'orange ? C'est une bonne image, oui. Cette déstructuration, ça change la façon dont on digère l'aliment. Ça peut réduire la satiété, par exemple. Ah, donc on a moins l'impression d'être rassasié et on mange plus. Exactement. Et ça pourrait aussi perturber l'absorption des nutriments, la réponse glycémique. C'est vraiment le processus de transformation qui est pointé du doigt, au-delà des nutriments eux-mêmes. Et les additifs dans tout ça ? Les fameux E quelque chose. Alors oui, il y a aussi des questions sur l'impact direct de certains additifs. Des émulsifiants comme le E466, la carboxyméthylcellulose ou certaines gommes E412, E415 Oui, sont suspectés d'altérer notre microbiote intestinal. Et un microbiote perturbé, on sait que ça peut jouer un rôle dans le développement du diabète de type 2, par exemple. d'accord. Il y a aussi des interrogations sur les édulcorants artificiels et leur lien potentiel avec un risque accru de cancer dans certaines études épidémiologiques. Et puis, il ne faut pas oublier d'autres composés. Comme ? Les composés néoformés qui apparaissent lors de cuisson à très haute température, comme l'acrylamide, ou même la contamination possible par les emballages, avec les PFAS par exemple, ces polluants éternels. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ces PFS. Bon, les risques semblent quand même assez documentés, mais alors pourquoi est-ce qu'on en trouve partout ? Ah, vaste question. Il y a principalement 2 facteurs. Le marketing et l'aspect pratique et économique. Le marketing, on s'en doute un peu. Oui, l'industrie agroalimentaire dépense des sommes colossales en publicité et cible très fortement les enfants et les ados. À la télé, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, c'est partout. Et l'autre aspect, le prix et la praticité ? Ben oui, il faut le reconnaître, ces produits sont souvent moins chers que leurs équivalents frais ou peu transformés. Et ils sont prêts à l'emploi ou très rapides à préparer. Pour les gens qui ont peu de temps ou un budget serré, c'est une solution. Tentante. C'est là qu'est le paradoxe en fait. Ça semble économique sur le coup, mais ça pourrait avoir un coût énorme pour la santé publique plus tard. Exactement. C'est un coût différé. Et le Nutri-Score, il aide un peu là-dedans ou pas ? Alors, le Nutri-Score, il est utile pour comparer la qualité nutritionnelle au sein d'une même catégorie de produits.
Mais son problème, c'est qu'il ne dit rien sur le degré de transformation. Ah oui, d'accord. Donc, on peut tout à fait avoir un produit classé A ou B parce qu'il est pauvre en sel ou en sucre ajouté, mais qui est en fait un OUT bourré d'additifs. Une étude a montré qu'environ 26% des produits classés A ou B en France étaient des EUT. Donc le Nutri-Score seul ne suffit pas pour les repérer. Non, il faut vraiment le voir comme un outil complémentaire, mais pas suffisant si on veut limiter les EUT. Et les politiques publiques, elles font quoi? Il y a eu la taxe soda, par exemple. Oui, la taxe soda en France a eu un impact, mais assez limité sur les ventes et les reformulations, semble-t-il. Le modèle britannique de taxe sur les boissons sucrées était plus ambitieux, plus progressif, et il a vraiment poussé les industriels à revoir leurs recettes pour éviter la taxe. D'accord, une approche plus musclée a mieux fonctionné là-bas. Oui, et concernant la publicité, surtout celle qui vise les enfants, on est encore loin du compte. Les règles sont souvent contournées, notamment sur Internet et les réseaux sociaux où c'est plus difficile à encadrer. Bon, alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? La première chose, la plus simple et la plus efficace, c'est de cuisiner soi-même le plus possible à partir d'ingrédients bruts ou peu transformés. Le fameux fait maison. Revenir aux bases, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, quand on achète des produits préparés, prendre le réflexe de lire la liste des ingrédients. Et on cherche quoi? Une liste très longue, avec plein de noms un peu barbares, des additifs, les fameux E, des ingrédients industriels qu'on n'utilise pas en cuisine, sirop de glucose fructose, huiles hydrogénées, isolat de protéines, ça doit alerter. C'est probablement un OUT. Il existe des applis pour aider, non? Oui, des applications comme Open Food Facts sont très utiles. Elles intègrent maintenant la classification NOVA en plus du Nutri-Score, donc on peut voir directement si un produit est classé dans le groupe 4. Donc concrètement, au lieu de la pizza surgelée, on essaie d'en faire une maison. Ou au lieu du plat préparé, on cuisine des légumes avec des lentilles, par exemple. C'est exactement ça. Ce sont des petits changements qui, mis bout à bout, peuvent faire une vraie différence. Et au niveau plus collectif, il y a aussi des choses à faire. Comme quoi? Soutenir les circuits courts, par exemple. Les AMAP, la vente directe à la ferme, les marchés locaux. Ça permet d'avoir accès à des produits frais, de saison, peu transformés. Il y a aussi les projets alimentaires territoriaux qui se développent pour essayer de relocaliser notre alimentation. Et au niveau des politiques, il faudrait aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui? Probablement. On pourrait imaginer des mesures plus fortes. Une interdiction réelle du marketing alimentaire ciblant les enfants, une fiscalité plus dissuasive sur les produits vraiment mauvais pour la santé et ultra transformés, sur le modèle britannique peut-être. Et pourquoi pas? Oui. Afficher clairement le degré de transformation NOVA sur les emballages, à côté du Nutri-Score, pour une information complète du consommateur. Ça serait une piste intéressante. En tout cas, ce qu'on retient de ce deep dive, c'est que les EUT, c'est vraiment plus complexe que juste la malbouffe. Oui, C'est le processus industriel lui-même, ce qu'il fait à l'aliment et ce qu'on y ajoute, qui semble être au cœur du problème pour notre santé. tout à fait. Et ça ouvre une question encore plus large, finalement. Laquelle? Celle de notre souveraineté alimentaire. Est-ce que cette dépendance de plus en plus forte à des produits standardisés, fabriqués par quelques géants de l'agroalimentaire mondialisé, est-ce que ça n'affaiblit pas notre capacité collective à contrôler la qualité, la durabilité, la résilience de notre système alimentaire? Ah oui, vu comme ça. Repenser notre relation aux UAET, ce n'est peut-être pas seulement une question de santé individuelle. C'est peut-être aussi un enjeu pour reprendre un peu la main sur ce qu'on mange et comment c'est produit. C'est une réflexion qui mérite sans doute d'être poursuivie.